Benjamin Glaise, Laurence Garcia. À suivre dans quelques instants le petit-déj de l'actu avec nos invités, l'économiste Pierre Bentata. Et on aura également Jean-François Knepper, délégué syndical central FO Airbus commercial, pour évoquer bien sûr le site de Toulouse où il est prévu un peu plus de 3500 suppressions de postes. Car c'est la question du jour qu'on vous pose sur nos réseaux depuis 6h du matin maintenant, en cette pré-rentrée où les annonces de suppression de postes se multiplient partout. Avez-vous peur de perdre votre emploi? Et c'est toujours partagé ou pas? Vous continuez de répondre, vous répondez non à 53%. Effectivement, ça reste serré avec une réaction, par exemple, d'un de nos auditeurs qui nous dit: profitons de nos vacances pour se ressourcer, cela va nous servir, le chômage n'arrive pas qu'aux autres. Effectivement, on verra ça effectivement dans quelques instants avec notre débat. Vous continuez de voter et de commenter sur le Twitter de Sud Radio et le Facebook. Mais tout de suite, on en parle à 9h03 avec Félix Mathieu. Félix, on en parle dans la presse et sur les réseaux. Les règlements de compte à Nice suscitent la consternation. Oui, tout a commencé par cette scène. Lundi matin, il était à peu près 9h, quartier des Moulins. Un groupe d'une dizaine d'individus munis d'armes de poing et même d'armes de guerre, vus en train de courir derrière un individu, puis d'ouvrir le feu. Une scène en plein jour devant les badauds, à côté des commerces. L'un d'eux sort même avec ses sacs de course à quelques mètres des tireurs. La vidéo a été postée sur Twitter, puis repérée par Nice Matin. Aucun blessé directement lié au coup de feu, en tout cas, à part le malaise d'une personne choquée, semble-t-il. En tout cas, hier soir, l'histoire a rebondi. Le maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que le préfet se sont rendus sur place et ils ont été vivement pris à partie par des habitants. Des officiels qui auraient même été visés par un jet de pierre, rapporte BFM TV qui a filmé ces images. Le maire de Nice qui a réagi promettant de combattre le trafic de drogue jusqu'au dernier dealer dans ce quartier des Moulins. Merci à vous. Merci Félix, c'est l'heure Mathieu, du 9h04, c'est parti pour le débat. Allez. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et oui, on se réveille pour le débat sur Sud Radio avec cette question qu'on vous pose. Alors on rigole, mais le sujet est très sérieux. Avez-vous peur de perdre votre emploi? Vous le savez, les chiffres sont déjà annoncés. On parle de 800 000 à 1 million de chômeurs en plus pour le printemps prochain, le printemps 2021. Et ça a déjà commencé, vous le rappeliez tout à l'heure, Laurence, que ce soit du côté d'Airbus, du côté de Nokia, du côté de Renault aussi, on en a beaucoup parlé. En tout cas, cette question, avez-vous peur de perdre votre emploi? On vous la pose sur Twitter. Pour l'instant, vous répondez non à 53%. Nos invités ce matin pour en débattre, Pierre Bentata, économiste et essayiste, bonjour. Bonjour. Et Jean-François Knepper, qui est délégué syndical central FO Airbus commercial. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer par vous, Jean-François Knepper. Alors on le sait, Airbus a annoncé la suppression de 5000 postes en France, dont un peu plus de 3500 sur le site de Toulouse. En ce moment, vous êtes en pleine négociation avec les autres syndicats majoritaires et la direction. Vous en êtes où dans ces négociations qui risquent d'être longues ? Bien, nous avons en effet, comme vous le dites, démarré le processus de négociation et il s'agit pour nous de tout faire pour éviter les licenciements secs. Notre objectif, c'est 0 licenciement sec. Un groupe comme Airbus ne peut pas se permettre d'afficher un tel résultat au bout des négociations que nous avons entamées. L'État a pris la mesure du problème et a pris ses responsabilités en mettant sur la table 15 milliards d'euros pour soutenir la filière, 7 milliards pour Air France et le reste pour toute la filière aéronautique, et y compris d'ailleurs les sous-traitants qui souffrent beaucoup. Et Airbus doit donner le là dans ce combat contre les pertes d'emplois et pour défendre notre industrie, et notamment l'industrie aéronautique, qui reste le dernier fleuron de l'industrie nationale française. Ouais, vous dénoncez un plan excessif et disproportionné de la direction, et vous le rappeliez, il y a eu des aides, donc c'est impossible, selon vous en tout cas, de licencier malgré toutes ces aides quand même. Ça Absolument. semble... Ouais. Ces aides doivent être mises au service des dispositifs que l'État a pris, sur lesquels l'État a pris soin de légiférer. Nous pensons notamment à l'activité partielle de longue durée, qui doit nous permettre de traverser cette crise dont nous continuons de dire qu'elle est conjoncturelle. L'État a pris des mesures aussi, est en train de prendre des mesures pour soutenir les départs anticipés à la retraite. Et en fin de compte, en conjuguant ces deux dispositifs avec la durée pendant laquelle ils pourront s'appliquer, c'est-à-dire pendant toute la durée de cette crise, dont les experts disent qu'elle pourrait durer entre 1 et 2 ans pour le secteur aéronautique, eh bien nous pensons que nous pourrons arriver au bout de ce plan sans avoir à pratiquer de licenciement sec. Mais aujourd'hui, nos employés
l'employeur laisse peser ce risque sur l'ensemble des salariés du groupe. Alors, Jean-François Knepper, aujourd'hui même, à Toulouse, vous allez rencontrer Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Vous allez bien sûr, j'imagine, répéter objectif 0 licenciement sec. Oui, bien sûr, on va lui répéter que c'est notre objectif. On va lui dire aussi que nous sommes particulièrement satisfaits qu'elle se déplace en région et dans les territoires pour s'assurer que les 15 milliards d'euros qui ont été mis sur la table seront bien utilisés à la défense de l'emploi dans nos territoires. C'est très important. Nous avons revendiqué depuis le début de cette crise, depuis début mars, qu'il fallait en effet mettre les moyens pour soutenir l'industrie, mais qu'il fallait flécher les budgets qui allaient être dégagés, tant pour soutenir l'industrie que pour soutenir la recherche et le développement et pour préparer le futur. Voilà, cette crise elle est conjoncturelle. Les milliards d'euros qui sont mis sur la table doivent nous permettre de passer cette crise sans dommages sociaux. Ouais, vous le répétez, crise conjoncturelle, mais plan structurel. Oui, c'est un plan qui est plutôt structurel. C'est clair que quand on taille dans les effectifs et qu'on réduit la masse salariale de l'entreprise, c'est un effet immédiat pour améliorer la trésorerie des entreprises. Et nous, à EFO, on n'est pas dogmatique. On comprend bien qu'il y a un problème aujourd'hui, et notamment pour les plus petites entreprises du secteur, pour les sous-traitants, à tenir leur entreprise debout, à tenir leur trésorerie, à tenir leur comptabilité. Mais Airbus doit justement montrer le cap et soutenir toute la filière en garantissant l'emploi au sein du groupe. Pierre Bentata, on en parle de cette crise, on parle de la rentrée qui va être la douloureuse finalement au niveau de la question du chômage. On en est où? Ça a déjà commencé finalement? Oui, bien sûr, ça a déjà commencé. La discussion que vous venez d'avoir prouve bien que ça a déjà commencé. Mais vous avez raison, on n'en saisit pas encore la totalité. Disons qu'on n'a pas l'impression, en tout cas, on nous dit c'est pour la rentrée, on le voit, c'est déjà le cas effectivement, mais on n'a pas l'impression qu'on est prêt dans nos têtes justement pour apprécier ce front qui arrive de chômage. C'est vrai, vous avez pas tort. En fait, on s'aperçoit, lorsqu'on regarde la plupart des sondages d'ailleurs sur le sujet, que on n'a pas une majorité de Français aujourd'hui qui pensent vraiment que la crise est tellement grave que les emplois vont être détruits, qu'on va avoir une vague de chômage importante, même si tout le monde s'inquiète un peu pour son emploi en même temps. Et c'est normal parce qu'il y a un décalage en fait. Il faut bien voir que c'est quelque chose qui n'est jamais fait. On a arrêté l'économie, on l'a mise à l'arrêt. Alors maintenant que c'est fait, on a eu d'abord un problème qui était financier. On a réussi à empêcher l'effondrement des marchés financiers. La crise économique, elle vient juste après. Parce que c'est plus long d'arrêter les process, c'est plus long de redémarrer les machines. Et donc, elle est décalée dans le temps. Donc, on a quand même ce sentiment qu'on est sorti de la crise. On se dit, bon, la crise sanitaire, le plus gros est derrière nous. Ouais. La crise financière, évitée. Et donc, du coup, psychologiquement, on a l'impression quand même que les choses vont plutôt mieux. Alors que non, les conséquences vont bien apparaître là, au 4e trimestre de 2020. On parle beaucoup des gros groupes en ce moment, des plans de licenciement qu'on a justement dans ces gros groupes français. On parle un peu moins des TPE, des PME aussi qui sont concernés. C'est un auditeur qui nous fait la réflexion notamment sur Twitter. C'est vrai. Alors on peut le reprocher aux médias. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui est systémique. Les politiques non plus, on parle pas beaucoup. Et on a tendance à vraiment oublier que la majorité de notre tissu économique, nous, ce sont des PME. Donc c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Et là, votre auditeur a raison de s'inquiéter parce que vous avez des secteurs dans lesquels vous avez énormément de PME, type tourisme, type restauration. Et là, on estime à 30 à 40% les entreprises qui seront en très mauvaise situation, en risque de faillite. Donc on a raison de s'inquiéter de ça parce que les PME qui n'ont pas été vraiment le cœur de la cible, je parle même pas des indépendants ou de tous les freelances, mais qui n'ont pas été vraiment aidés ou soutenus pendant la crise, eux risquent de fermer. Et on aura beau avoir des exonérations au départ des reports d'impôts, ça change rien pour une petite entreprise. C'est juste de la dette qui s'accumule, donc ça n'empêche pas une fermeture. Et ce qui va avec, c'est parce que quand on parle aussi des gros groupes, on oublie bien souvent, et justement Jean-François Knepper le relevait, on oublie aussi les sous-traitants. Pierre Bentata. D'ailleurs, c'est votre objectif, Jean-François Knepper. C'est 0 licenciement sec, mais aussi sauvegarder les sous-traitants et toutes les petites entreprises. Absolument. Vous savez, en fait, ce que révèle cette crise, c'est que finalement, l'industrie, c'est le pilier central de notre économie. Et que beaucoup nous ont fait croire pendant des décennies que la France pourrait n'être à l'avenir qu'un pays de tourisme et de services, mais que finalement, sans industrie, tout cela tombe de lui-même. Et donc, il faut absolument soutenir l'industrie. L'industrie, c'est la
performance économique de la France, c'est sa balance du commerce extérieur, notamment quand on parle d'aéronautique. Et alors après, l'aéronautique, c'est une organisation très complexe. Airbus, finalement, n'a probablement gardé en interne que 20% de charges de travail. Le reste, 80%, en France en tout cas, est sous-traité. Et finalement, si au sortir de cette crise, il manque un seul de nos sous-traitants, c'est tout le système Airbus qui sera bloqué, grippé, parce qu'on ne sera pas capable de redémarrer quand cette crise sera passée. Et elle va passer. C'est une crise conjoncturelle. Pour vous, elle va passer. Un problème sanitaire, bien sûr. Le Covid sera vaincu par un vaccin à plus ou moins courte échéance, et qu'une fois que ce virus sera vaincu, Airbus restera seul au monde sur son marché, puisque Boeing est au tapis pour des raisons internes, qui se surajoutent à la crise Covid. Et quant aux Chinois, ils ne sont pas là avant un long moment. Leur avion commencera à voler dans 7 ans, il ne sera rentable que dans une quinzaine d'années, ce qui veut dire que Airbus a une belle fenêtre de tir. C'est la raison pour laquelle il faut mettre le paquet pour soutenir ce groupe, mais aussi toute la filière de sous-traitance, bien évidemment. Alors ça réagit beaucoup, vous l'imaginez bien, au standard chez nos auditeurs. Il y a Philippe qui nous appelle d'Arles. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors, écoutez, allez-y. Voilà, moi je suis ce qu'on appelle un chef d'entreprise qui est dans le bas de la filière, c'est-à-dire que quelque part je dépends effectivement de grands groupes tels qu'Airbus. J'ai d'ailleurs travaillé avec Airbus. J'ai même écrit un jour à Tom Enders qui m'a répondu. Vous voyez, donc c'était quand même pas mal. Voilà. Oui, vous chez Airbus, vous devez connaître un projet qui s'appelait l'IFAN, l'avion électrique, mais vous devez connaître aussi les problèmes du CO2 et des carburants du futur. Bien, et Airbus a une avance considérable dans ce domaine qu'il ne faut pas négliger parce qu'il a des solutions pour s'en sortir. Oui, c'est ce que disait à l'instant Jean-François Knepper. Et votre situation à vous, Philippe, alors ? Alors, quand vous êtes petit chef d'entreprise, surtout qui a investi dans l'innovation, les nouvelles technologies et le futur, vous prenez la vague du coronavirus en pleine figure. C'est-à-dire que moi, ça fait 6 mois que j'ai zéro revenu. Zéro revenu. Que les factures s'accumulent partout et que vous avez toujours des petits malins comme l'URSSAF qui vous emmerdent. Pour ça, il vient d'être clair. Voilà. On a compris le message. Ils ont compris aussi. Résultat des courses, vous cherchez comment vous en sortir. Vous dites, on va attendre. Vous regardez un peu les plans, les différents montants. Alors, il n'y avait pas d'argent, puis d'un seul coup, il y en a. Bon, tant mieux. Ce qui prouve qu'il y en a toujours et qu'il y en a toujours eu. Simplement, c'est où il va. Si l'argent ne va qu'aux actionnaires, là, c'est la fin de l'histoire pour tout le monde. Parce que n'oubliez pas que les gens que vous allez mettre au chômage, ce sont des consommateurs. Et ces consommateurs, ils ne prendront plus l'avion pour aller en vacances. Oui, tout à fait. Donc, on détruit la chaîne. Moi, je suis un partisan de l'économie circulaire, c'est-à-dire chaque maillon de la chaîne est important. Et chez Airbus, vous avez compris ça, puisque vous venez de le dire, 80% est traité en extérieur. Et vous avez un maillon qui casse, c'est l'ensemble du système qui s'écroule. Donc il faut préserver à tout prix l'ensemble de la chaîne. Vous avez raison. Les petits comme les gros. Et si on ne le fait pas, alors là, ça sera la catastrophe pour tout le monde. Merci Philippe pour cette vision tout à fait effectivement qui tombe sous le sens. On va continuer bien sûr ce débat avec nos invités, l'économiste Pierre Bentata et Jean-François Knepper, délégué syndical Centrale FO, qui est premier syndicat d'ailleurs de l'avionneur. Et puis on rappelle cette question de sondage qu'on pose sur nos réseaux. Avez-vous peur de perdre votre emploi? Continuez à voter, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. C'est la suite de notre petit déj d'actu avec nos invités, l'économiste essayiste Pierre Bentata et Jean-François Knepper, le délégué syndical central Airfo d'Airbus Commercial. Autour de cette question qu'on vous pose à vous, qui nous écoutez depuis 6h du matin sur nos réseaux, avez-vous peur de perdre votre emploi? C'est toujours assez partagé, c'est plutôt du... Pour l'instant, vous répondez non à 54%, ça reste effectivement partagé. Je voudrais qu'on parle, Pierre Bentata, de cette annonce ou confirmation en partie d'Emmanuel Macron hier sur l'aide qui sera accordée pour l'embauche des jeunes. On parle de jusqu'à 4 000 euros d'aide pour des salaires jusqu'à 2 fois le SMIC au lieu d'1,6, ce qui était prévu au départ. Les jeunes, c'est ceux qui vont le plus souffrir de cette crise finalement? Oui, ils font partie des catégories qui sont les catégories à risque. En réalité, quelles sont les catégories qui souffrent quand vous avez une crise?
ce sont celles qui ont du mal à démontrer la véritable valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir produire dans l'entreprise. Donc, ceux qui n'ont pas encore d'expérience, ceux dont on ne peut pas être sûr, et très souvent ceux dont on a peur qui fassent faux bond ou qui se mettent en arrêt. Donc vous avez les gens qui sont dans des situations précaires parce que malades, vous avez les jeunes, et puis vous avez aussi les femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui pourraient en avoir. C'est comme d'habitude, finalement. Pardon, oui, non, mais oui, ça change pas en fait. En première ligne de toute façon. C'est juste un phénomène qui s'aggrave qui s'aggrave en situation de crise. Mais évidemment, pour un chef d'entreprise, la question est la même, en plus brutale que d'habitude. Autre question, on a un auditeur, et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, qui nous dit « Certains groupes vont profiter du Covid pour licencier, certains dont la situation financière était déjà en difficulté. » C'est quelque chose qu'on constate ou pas? Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine au plan de licenciement avec ce Covid ou pas? Alors, je peux pas vous dire qu'on le constate parce que on n'a pas de résultats pour le moment, mais évidemment c'est un effet qui est possible. C'est si vous voulez, l'effet pervers que nous on avait souligné avec le cabinet Asterès dès le mois de mars dernier. Ouais. Si vous essayez d'aider toutes les entreprises en même temps, sans cibler qui est en difficulté et qui l'est pas, ce qui était plus dur et ce qui aurait créé une polémique, c'est vrai, mais sur le plan économique, ça aurait été plus pertinent. Si vous faites pas ça et que vous arrosez tout le monde, vous aidez tout le monde de la même façon, évidemment, vous avez des entreprises qui souffrent d'une crise qui est conjoncturelle, d'autres qui étaient dans une mauvaise situation structurelle, d'autres qui auraient dû disparaître, et toutes vont profiter en même temps. Donc, il va y avoir un effet d'aubaine de certaines qui vont se dire j'utilise maintenant ce matelas de sécurité, cet air supplémentaire pour survivre, mais je réforme et donc je licencie. D'autres vont se dire j'ai là une marge de manœuvre pour prendre ça comme alibi et licencier aussi. Et donc vous allez avoir des entreprises qui survivent alors qu'elles auraient dû faire faillite, et d'autres qui vont dégraisser alors qu'elles n'auraient pas dû le faire. Avant de donner la parole à Jean-François Knepper, j'ai lu une interview de vous, Pierre Bentata, très surprenante dans Marianne en avril dernier. Vous avez déclaré « Nous avons trop tendance à nous en remettre à l'État-providence ». Vous disiez que vous espérez que le monde après soit plus libéral. Mais pardon, libéralisme, c'est aussi sauver Airbus, mais pas forcément ses salariés. Alors qu'il y a tant d'autres économistes qui, eux, disent non, justement, il faudrait plutôt changer de modèle économique. Oui, je suis d'accord pour changer de modèle économique. Je veux un modèle qui soit plus libéral. Donc je suis bien d'accord sur l'idée de changer. Je le trouve vraiment justement trop... Vous ne le trouvez pas assez libéral, le modèle d'aujourd'hui ? Oui, absolument pas. Vous voyez bien que, regardez toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment l'État peut sauver les entreprises. Personne n'a souligné, par exemple, enfin très peu, et très rarement quand on regarde le temps médiatique qui a été accordé, ce qu'ont fait les entreprises au moment de la crise. Lorsque l'État n'était pas en mesure, lui, de faire fonctionner, de récupérer les stocks dont il avait besoin de gel, par exemple, ou de masques, là, on a eu des entreprises qui ont été capables de transformer leur chaîne de production. On a eu des entreprises comme Chanel qui se sont engagées à pas licencier. On a eu des gens aussi en dehors des entreprises, des jeunes, des adolescents, qui se sont mis à produire des masques pour l'État-providence. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur, c'était de dire, mais regardez à quel point vous n'êtes pas toujours dépendant de l'État. Vous êtes en train de sauver l'État aujourd'hui. Donc prenez en considération ça. Soyez conscient de votre force quand vous êtes la société civile ou les entreprises, et en tant que société, regardons ça en se disant on a un triptyque ici, ou si vous voulez, on a 3 piliers. Nous ne nous en remettons pas toujours à l'État parce qu'à trop attendre de l'État tout le temps, lorsque la crise vient, on n'a plus d'argent. On va poser la question à Jean-François Knepper. Qu'en pensez-vous ? Moi, je voudrais revenir plutôt sur la question de l'innovation et de l'emploi des jeunes, parce que finalement tout ça est tout ça est lié, et que finalement de savoir qui de l'État ou qui des entreprises a plus de rôle à jouer pour sauver notre économie, on est plus sur le concret. C'est pas ça qui est important, c'est de savoir comment on va le faire. Les jeunes sont évidemment des acteurs clés de la reprise. Tout à l'heure, votre auditeur Gardois parlait de l'innovation, de ce qu'il avait entrepris et ce qu'Airbus a entrepris autour de l'IFAN, le moteur hybride. Il y a aussi la question de l'hydrogène, il y a la question de la digitalisation des processus, et tous ces sujets-là, il faudra qu'ils se mettent en œuvre dans notre entreprise et dans la filière aéronautique avec des esprits nouveaux, avec des esprits d'entreprise, d'entrepreneuriat, avec de l'audace, et tout ça, ce sont les jeunes qui le portent. Alors nous, on a une revendication à EFO, c'est que cette crise ne doit pas sacrifier toute une génération qui a choisi l'industrie parce qu'on leur avait dit que c'était des métiers d'avenir, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. L'industrie, c'est le pilier de notre économie, et il ne faut pas les décevoir aujourd'hui, faute de quoi on va les désespérer. Alors, nous, on revendique que pour 2 départs qu'il y aura dans le secteur, il y ait une embauche de jeunes pour donner ces perspectives-là, parce que l'avion du futur, celui qui sera plus vert, alors quand on dit plus vert, on a tout dit, mais c'est plus vert dans sa conception et dans sa production, c'est-à-dire en respectant peut-être un peu mieux l'environnement, en allant produire moins loin,
peut-être plus près de chez nous, pour pas créer de CO2, pas aller fabriquer des vis au bout du monde qu'on rapatrie ici à Toulouse pour les monter sur nos avions. Et puis c'est des produits plus vertueux aussi dans leur exploitation, des avions qui n'émettront plus de CO2 demain. Et encore une fois, avec l'IFAN, avec l'hydrogène, eh bien c'est tout à fait à portée de main. Et je crois qu'il faut lier un peu tous ces sujets. De l'emploi des jeunes. Jean-François Knepper, c'est un vrai changement justement, parce que ça nécessite aussi des formations, justement, tourner plus vers les nouveaux domaines de compétences, notamment des compétences plus vertes, plus écologiques, plus tournées vers l'écologie. Et des reconversions. Et je pense pas qu'aux jeunes à ce moment-là aussi. Bien sûr, c'est le monde qui est en train de se réinterroger sur ces processus, sur les objectifs qu'il se fixe. La crise, par exemple, a fait apparaître le fait qu'on n'était plus obligé de prendre l'avion pour aller faire une réunion d'une demi-journée à New York ou à Bangalore, mais qu'on pouvait le faire via des réunions sur le net et des visioconférences. Et on voit que c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de travailler. Les jeunes, eux, sont déjà nés avec ces réflexes-là. Ils sauront apporter à nos entreprises, des plus petites aux plus grandes, cette efficacité industrielle, cette efficacité dans les processus. On a beaucoup d'auditeurs qui réagissent à vos propos au standard de Sud Radio. Il y a Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors c'est important les jeunes. Hein. Moi je suis papa et je fais attention à mes jeunes aussi. Mais je suis un papa au RSA qui essaie de reconstruire un boulot et qui trouve toutes les portes fermées et qui surtout, si vous avez besoin de rien, allez à Pôle Emploi. Hein. Ça c'est le conseil que je donne. Dans quel secteur vous frappez aux portes? Moi, au départ, je venais des compagnies aériennes. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été syndicaliste longtemps, donc ça m'a cramé en termes d'emploi. Donc j'ai repris des études en fait. J'ai fait une licence d'histoire et là je fais mais c'est un bon exemple. Là, j'ai été pris pour un master RH en l'occurrence et le master RH ça coûte 7000 balles si je résume. Hein, on est dans le public, bien sûr. Et là, on vous dit non, Pôle Emploi finance finance pas autant. Et puis la région, il finance, mais alors pas 2 ans, pas pour des études supérieures. Alors ça, faudra qu'on m'explique aussi. En résumé, je suis obligé de faire un emprunt moi pour trouver du boulot. On en est là. Et c'est bien de parler des jeunes, mais il y a toute ma génération qui se retrouve au chômage et dont on veut plus, entre guillemets. Bon, moi je suis pas défaitiste, je vais y arriver. Oui, on sent que vous avez de la détermination. Oui, il en faut. Vous savez, j'ai pas le choix. Il faut que je sois exemplaire aussi pour mes enfants. Ils découvrent la précarité à travers leur père. C'est intéressant aussi. Ça fait grandir tout le monde. Mais enfin, c'est scandaleux, quoi. Voilà, moi je suis obligé de faire un prêt aujourd'hui pour pouvoir payer mes études. Comme aux États-Unis, quelque part. Eh ben ouais, mais on n'est pas des Américains. Non, c'est ça. Et j'aime pas le côté État-providence parce que je trouve que c'est une expression qui est un peu teintée d'ironie. Moi, je préfère le bien commun, l'intérêt général et le service public. Voilà. Et je pense que le Covid justement a prouvé que c'est pas la solution libérale qui va nous sortir de la panade. A priori, ça, un grand débat. Mais en attendant. Je suis désolé, mais il n'y a rien qui est fait pour l'emploi. Et même pour les jeunes, je suis très réservé. C'est une vraie question. Merci pour votre témoignage, Olivier. Et surtout, bon courage. Merci. Pierre Bentata, pour vous faire réagir là-dessus, c'est vrai qu'il y a la question des chômeurs longue durée. Les chômeurs qu'on va avoir, les 800 000, 1 million de plus là, d'ici le printemps, ça va donner quoi pour eux? Ça va être difficile particulièrement de retrouver du travail ensuite. Ça veut dire qu'il y aura des semaines, des mois, des années de chômage derrière? Alors, d'abord, selon mes estimations, ce sera plutôt 1,5 à 2 millions de chômeurs. Mais bon, ça, on verra en décembre. Est-ce que ce sera dur? Oui, tout dépend de la vitesse à laquelle on va avoir une reprise. Mais déjà, on voit bien, plus personne n'en parle. C'est fini l'illusion qu'il y aura un rebond. Il n'y a pas de rebond. Donc on va avoir une reprise qui est une reprise lente. On va avoir besoin, et c'est ça que je vous disais, le vrai problème de la politique qui a été mise en place, on va avoir besoin de récupérer une activité, que toutes les entreprises retrouvent leur rythme de croisière, sauf que on est aujourd'hui incapable de savoir quelle est la proportion d'entreprises qui auraient dû faire faillite quand même, quelle est la part des entreprises qui utilisent ça comme un effet d'aubaine et quelles sont celles qui devaient vraiment être aidées. Donc, le temps qu'on s'aperçoive de ça, on va ralentir d'autant la capacité des entreprises à réembaucher.
Et c'est là où on va avoir un problème avec le chômage qui peut durer évidemment plusieurs mois. Sur toute l'année 2021, ce sera la vraie question. Comment on fait pour maintenant éviter du chômage? Et il ne faut pas tomber dans le piège de se dire il faut simplement relancer parce que le problème n'est pas de relancer l'activité. L'activité va redémarrer. Le problème, ce n'est pas un manque de consommation, c'est quand je suis une entreprise, quels sont mes partenaires, quels sont mes sous-traitants, quels sont mes clients qui sont viables et quels sont ceux qui ne le sont pas. Merci beaucoup Pierre Bentetta d'avoir été avec nous. Merci Jean-François Kneper. Et bien sûr, on suivra votre rencontre aujourd'hui à Toulouse avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et de la relance. Merci à vous deux. Et on termine avec le sondage, le résultat du sondage. Le résultat final, avez-vous peur de perdre votre emploi? Eh bien, vous avez répondu à une courte majorité non à 54%. Bon, ça reste partagé quand même. Merci beaucoup à vous tous.